Le programme que nous allons concevoir dans cette vidéo consiste à montrer comment il est possible en VBA Excel d'importer et d'exporter des données, c'est-à-dire de réaliser des accès séquentiels à des fichiers au format CSV ici en l'occurrence, pour pouvoir récupérer les données, en reconstruire un tableau, de façon à traiter depuis Excel en VBA ces données, ici en l'occurrence de trouver les doublons et de les supprimer pour, à l'issue, être capable d'exporter vers un nouveau fichier au format CSV les données ainsi purgées pour exploitation par d'autres logiciels. Sans plus attendre, nous basculons donc dans l'éditeur de code. Nous allons commencer par réaliser un formulaire à partir duquel nous allons pouvoir interagir avec l'utilisateur. Pour ce faire, nous passons par le menu Insertion et nous cliquons sur User Form. Nous avons donc notre formulaire ou interface graphique que nous allons directement personnaliser avec la fenêtre propriétés en commençant par jouer sur ses propriétés Width pour la largeur et Height pour la hauteur afin de disposer d'un peu plus de place. Comme le formulaire et comme n'importe quel autre contrôle est un objet et que nous pilotons les objets par leur nom, nous lui attribuons via sa propriété name un nom plus explicite et plus approprié. Sa propriété caption va nous permettre quant à elle de modifier le texte dans la barre de titre de la fenêtre. Comme ceci. Nous pouvons aussi modifier la couleur de fond, pourquoi pas, de notre user form de cette façon. Et puis, nous pourrions modifier bien d'autres propriétés, mais comme ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, nous allons tout de suite ajouter les contrôles. Pour ce faire, nous cliquons explicitement sur le formulaire de manière à pouvoir activer la petite boîte à outils, à partir de laquelle nous allons commencer par ajouter une zone de liste. Nous allons utiliser cette zone de liste afin de pouvoir stocker tous les noms de fichiers à importer que l'utilisateur aura choisi par le biais d'une boîte de dialogue ouvrir standard que nous allons piloter avec le code VBA. Nous allons voir comment cela est possible. Nous allons appeler ce contrôle avec un nom explicite de la même manière que le formulaire, donc nous réglons sa propriété name tout de suite, comme ceci. Puis, pourquoi pas, nous pourrions aussi modifier quelques attributs, comme sa couleur de fond. Alors il serait opportun sans doute de choisir une couleur de fond différente de celle du formulaire. Bon, là les choix ne sont pas forcément très judicieux, mais ce n'est pas grave, c'est pour l'exemple. Et puis pourquoi pas modifier aussi ses propriétés de police, c'est-à-dire le nom de la police, la taille et éventuellement la couleur. La police qui est professionnelle par défaut est le calibri. Nous allons lui fixer une taille de 12 pour y voir plus clair, et nous allons même modifier le forecolor qui désigne la couleur du premier plan. En l'occurrence, pour ce type de contrôle, donc, il s'agit tout simplement de la couleur de police. Notre contrôle s'appelle donc liste fichier, quant au formulaire, il s'appelle formulaire. Nous avons besoin de boutons pour pouvoir piloter ce programme. Les boutons sont au nombre de 3. Nous commençons par ajouter le premier. Il doit nous permettre d'importer les fichiers CSV qui seront ensuite lus et décortiqués dans les cellules de la feuille Excel pour être ensuite reconstitués et traités. Donc, nous allons modifier le nom de ce bouton en importer. Et tant qu'à faire, son caption, c'est-à-dire le texte sur le bouton, portera le même intitulé, mais avec un I majuscule. Nous allons modifier son backcolor, toujours de la même façon, avec des couleurs qui ne sont pas forcément judicieuses ici, mais c'est pour l'exemple. Puis nous allons modifier là encore sa police, histoire que l'interface graphique soit quand même un peu plus plaisante, avec des textes suffisamment gros, avec un forecolor adapté. Nous aurions pu d'ailleurs passer cette police en gras, comme ceci, si bien que, une fois les paramétrages réalisés pour le premier bouton, il suffit de répliquer ce bouton en le cliquant et glissant avec la touche CTRL enfoncée pour récupérer les attributs et modifier uniquement les propriétés
adapté au bouton suivant. En l'occurrence, ce bouton doit permettre d'exporter les données, il doit permettre de les traiter, puis de les exporter. Et enfin, un bouton pour pouvoir fermer l'application, c'est-à-dire stopper l'exécution et fermer le formulaire. Donc, nous l'appelons fermer, puis nous modifions son caption en fermé. Il récupère tous les attributs que nous avions fait pour le premier bouton, c'est-à-dire la couleur de fond jaune, et puis la police grasse en calibri, etc., etc. Une fois que nos boutons sont disposés, il nous reste un dernier contrôle à placer sur le formulaire. Il s'agit d'une zone de texte qui va nous permettre de mémoriser, ou d'afficher plutôt, le chemin d'accès au fichier pour la sortie, c'est-à-dire pour l'exportation des données. Une fois que ce contrôle sera positionné, nous aurons terminé la conception du formulaire. Donc, comme tout à l'heure, nous allons paramétrer quelques propriétés pour ce contrôle, toujours le calibri pour rester conforme aux réglages que nous avons fait jusqu'alors, et cohérent surtout, et puis un for_color identique au précédent, avec un gris foncé, comme ceci. Nous allons appeler ce contrôle sortie, et après vérification, c'est-à-dire voilà, une petite revue de liste, nous avons un contrôle formulaire, un contrôle liste fichier, importer, exporter, fermer et sortie. L'objectif donc est de pouvoir piloter ce formulaire, mais avant cela, il nous faut pouvoir enregistrer notre classeur avec la prise en charge des macros. Donc pour la prise en charge des macros, il ne doit pas être enregistré au format XLSX, mais au format XLSM, ce que nous faisons tout de suite, pour pouvoir revenir instantanément dans notre code. Le premier paramétrage qui nous intéresse est de faire en sorte que ce formulaire se propose directement à l'ouverture du classeur. Pour cela, vous le savez, nous l'avons déjà vu au travers de précédentes formations VBA Excel, nous double-cliquons dans l'explorateur de projet sur This Workbook, qui est l'objet qui désigne ce classeur, avec la liste de gauche. Au-dessus, nous choisissons l'objet Workbook pour créer instantanément la procédure événementielle Workbook Open, l'événement Open, ce qui signifie que tout code saisi entre les bornes de cette procédure se déclenchera à l'ouverture du classeur. En l'occurrence, l'objectif est d'afficher ce formulaire, c'est la méthode show d'un objet formulaire qui permet de réaliser cette action. Nous allons la tester. Notez au passage que la liste de droite permet d'associer bien d'autres types d'événements à un formulaire. C'est celui-ci que nous souhaitions pour l'instant. Pour simuler l'action, nous fermons notre classeur Excel et nous allons le rouvrir tout de suite pour constater en effet qu'en même temps que notre classeur est ouvert, notre formulaire que nous venons de concevoir s'affiche. Bien entendu, à ce stade, nos boutons ne réalisent aucune action puisque aucun code n'a été développé pour chacun d'entre eux. Nous rebasculons dans l'éditeur de code avec Alt F11 ou le ruban développeur par exemple, puis nous affichons de nouveau notre formulaire pour commencer à écrire notre code. Nous allons créer les procédures événementielles associées à chacun de nos boutons en double-cliquant sur chacun d'entre eux. Lorsque vous double-cliquez par exemple sur le bouton importer, la procédure événementielle importer clic se crée, ce qui signifie que tout code saisi entre les bornes de cette procédure se déclenchera lorsque nous cliquerons sur le bouton importer. Nous allons faire de même avec les autres boutons, histoire de créer les bornes de toutes les procédures qui nous intéressent, comme ceci. Et avant de commencer à écrire le code de chacun des boutons, nous avons besoin de déclarer des variables globales. Les variables globales se déclarent en VBA Excel au-dessus de toute procédure, c'est-à-dire en en-tête de code. Une variable globale a une portée dont la durée de vie est limitée au temps d'exécution de l'application. Ça veut dire que la durée de vie de la variable n'est plus limitée à la durée de vie de la procédure dans laquelle elle est écrite. Nous allons commencer par déclarer des variables comme par exemple la variable ligne début en tant que entier. C'est une variable que nous allons utiliser pour mémoriser la ligne de départ à partir de laquelle nous allons écrire les données importées dans la feuille Excel. Et d'ailleurs, au passage, nous allons renommer cette feuille Excel. De même, nous avons
besoin d'une variable pour mémoriser la colonne de départ de l'importation et du traitement des données dans les cellules. Vous voyez que lorsque nous validons, il y a un trait de séparation qui permet de bien identifier la partie de déclaration de variable globale du reste. Nous disions donc que nous voulions renommer notre feuille comme ceci en double-cliquant import. Nous validons avec la touche entrée et nous revenons tout de suite dans notre code VBA. Il nous reste quelques variables globales à déclarer, comme par exemple la variable ligne fin, qui permettra d'identifier quelle est la dernière ligne du tableau après importation. Vous verrez que c'est important pour la suite. Les deux points, comme vous le savez déjà, nous l'avons vu avec une autre formation VBA Excel, permettent d'énumérer les déclarations de variables sur une même ligne afin d'optimiser l'espace dans le code. Et enfin, nous avons besoin de variables que nous allons appeler ligne en cours et colonne en cours, qui vont nous permettre respectivement, et comme leur nom l'indique, de suivre la progression au fur et à mesure que nous traitons les données et les insérons. Comme ceci donc. Il s'agit à chaque fois d'entiers, donc nous les déclarons en integer. Le byte pourrait s'avérer dangereux car, je vous le rappelle, il s'agit d'un type de données numérique, mais qui est limité à 255 valeurs. Donc au-delà de 255 lignes ou colonnes, nous ne pourrions plus les exploiter, il y aurait un dépassement de capacité. Nous devons commencer par maintenant écrire le code de la procédure importer. Je vous le rappelle, lorsque nous cliquons sur le bouton importer, le but du jeu est de proposer à l'utilisateur une boîte de dialogue Windows ouvrir standard qui permet à l'utilisateur de désigner des fichiers texte de type CSV à importer, et au fur et à mesure, ils seront listés dans cette zone de liste proposée sur le formulaire. Ainsi, lorsque nous cliquerons sur exporter, eh bien, le code connaîtra les fichiers qu'il faut traiter pour pouvoir importer les données, les consolider sur la feuille Excel, les traiter afin de purger les doublons et à l'issue les exporter une fois qu'elles sont propres pour les proposer dans un format universel. Donc, en ce qui concerne ce bouton importer, la première chose à faire, donc, est de pouvoir déclarer une variable qui permet de mémoriser, à chaque fois que l'utilisateur le demande, le chemin d'accès complet au fichier sélectionné. Nous allons appeler cette variable fichier choisi. C'est arbitraire, mais le nom a l'avantage d'être explicite. Comme c'est un chemin d'accès, il s'agit d'une chaîne de caractères, donc nous déclarons cette variable comme un string pour les chaînes de caractères. Puis, nous allons mémoriser dans cette variable le chemin d'accès choisi par l'utilisateur par le biais de la boîte de dialogue ouvrir standard. C'est l'objet application ou application de VBA qui permet, via sa méthode getOpenFileName, d'afficher la boîte de dialogue qui permet effectivement de proposer à l'utilisateur de sélectionner des fichiers. Alors là, il y a un filtre à définir car nous souhaitons proposer à l'utilisateur uniquement les fichiers de type TXT. Pour savoir quels sont les paramètres que vous pouvez inscrire directement dans les différents arguments de cette méthode de l'objet application, je vous suggère de sélectionner la méthode, de faire F1 pour demander l'aide contextuelle et vous serez basculé sur l'aide en ligne qui vous informera sur la syntaxe des différents arguments à renseigner pour cette boîte de dialogue. Ici, le troisième argument permet de donner un nom personnalisé à la boîte de dialogue. Donc, dans la variable fichier choisi que nous avons déclaré plus haut, grâce à l'objet application et sa méthode getOpenFileName, nous allons ouvrir la boîte de dialogue ouvrir, filtrer sur les fichiers de type texte avec un titre personnalisé. Nous allons déjà tester ce code. Lorsque nous faisons F5 et que nous cliquons sur le bouton importer, vous remarquez que la boîte de dialogue ouvrir standard de Windows s'affiche, qu'elle est filtrée par défaut
en effet sur les fichiers de type texte et que donc nous pouvons directement sélectionner les fichiers intéressés. Jusque-là, tout fonctionne bien. Donc, nous revenons dans notre code pour le poursuivre. Une fois cette variable mémorisée, rien n'empêche l'utilisateur de sélectionner d'autres fichiers. Nous devons donc les empiler dans la zone de liste au centre du formulaire. Pour ce faire, nous allons tout de même commencer par un petit test qui consiste à vérifier que l'utilisateur n'a pas cliqué sur le bouton annuler. Pour cela, nous utilisons, alors le message d'erreur est tout à fait normal, cela vient du fait que j'ai abandonné la procédure pour aller copier-coller une information, plutôt que de la réécrire, donc nous reprenons l'exécution. Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton annuler de la boîte de dialogue, le retour peut être soit le message faux, soit la valeur 0 en texte. Donc, nous effectuons ces tests afin de nous assurer que l'utilisateur a bien sélectionné un fichier via la boîte de dialogue. Si la valeur en minuscule, c'est pour ça que nous utilisons la fonction lcase, lowercase, qui permet de convertir en minuscule un string, n'est ni faux ni 0, eh bien nous savons que nous pouvons mémoriser le chemin d'accès complet directement dans notre zone de liste. Je vous le rappelle, nous l'avions nommé liste fichier. Lorsque nous enfonçons le point au clavier, nous accédons directement à ses propriétés et méthodes, et la méthode qui permet d'ajouter des éléments à cette zone de liste est la méthode addItem pour un contrôle zone de liste, et en l'occurrence, ici, il s'agit tout simplement du chemin d'accès complet au fichier. Nous pouvons de nouveau tester, et nous constatons donc que nous avons bien accès à notre boîte de dialogue, et vous voyez que lorsque nous cliquons sur le bouton importer, en effet, nous pouvons cumuler ici les différents chemins d'accès. Alors ici, ils sont un petit peu longs, mais conventionnellement, ils sont dans un dossier à la racine d'un disque, et donc on voit le chemin d'accès complet au fichier, ce qui permet de renseigner sur leur nature. Très bien, il s'agit maintenant de poursuivre. Nous devons désormais, puisque le bouton importer est terminé, il permet de sélectionner les fichiers CSV à traiter, nous devons écrire le code qui va permettre de traiter ces fichiers. Donc nous nous rendons dans la procédure exporter qui fait bien plus qu'exporter les données, puisqu'il s'agit ici de les importer, de les traiter pour purger les doublons, puis de les exporter à l'issue. La première chose à faire ici est aussi de déclarer une variable de type string pour mémoriser le nom du fichier sous lequel l'utilisateur souhaitera à l'issue enregistrer le résultat purgé. Nous allons appeler cette fois-ci notre string non fichier. C'est un nom suffisamment parlant, donc que nous déclarons comme un string dans cette procédure exporter clic. Et puis nous allons initialiser nos variables globales ligne début et colonne début, alors sans faire de faute par rapport à la syntaxe qui a été définie lors de la déclaration, aux valeurs 2 pour l'un et pour l'autre, tout simplement parce que nous choisissons arbitrairement que l'importation des données se fera en cellule B2. La cellule B2 est la cellule de la ligne 2 et de la colonne 2. Donc, nous initialisons ces variables globales de cette façon-là. Puis, nous avons besoin de suivre au cours du processus les incrémentations des indices de ligne et de colonne au fur et à mesure du remplissage des cellules. Je vous rappelle que nous avions pour ce faire déclaré des variables globales qui vont passer d'une procédure à l'autre, c'est-à-dire de main en main, c'est pour ça qu'elles sont globales, pour avoir une durée de vie au-delà des procédures. Nous allons donc l'initialiser au départ, puisqu'elle n'a pas encore été incrémentée, tout simplement sur la valeur de ligne début, c'est-à-dire à 2. Nous allons faire de même pour la variable colonne en cours, comme ceci. Nous poursuivons. Maintenant que toutes nos variables sont affectées, la première chose à faire avant de pouvoir importer les données est de purger les cellules de la feuille Excel, tout simplement parce que nous pourrions très bien exécuter de nouveau notre programme et il y aurait
déjà des données importées sur la feuille. Donc nous allons commencer par tout effacer et vous allez voir à quel point c'est simple en VBA. Nous utilisons l'objet cells qui, sans indice ni de ligne ni de colonne, désigne par défaut toutes les cellules de la feuille. Si nous lui associons la méthode clear, eh bien nous effaçons toutes les cellules de la feuille en cours. Puis nous allons initialiser une boucle qui permet de passer en revue tous les fichiers qui sont inscrits dans la zone de liste du formulaire pour pouvoir les transmettre à une procédure que nous allons appeler lecture, histoire de pouvoir un petit peu fragmenter le code et que tout ne soit pas écrit dans la procédure. Donc avant de nous occuper de cette boucle, nous allons préparer le terrain. Nous avons besoin d'une procédure que nous allons appeler lecture, que nous pouvons créer comme ceci, par exemple, private sub, lecture, à laquelle nous allons passer le nom du fichier à traiter pour l'importation. Donc, nous déclarons dans les bornes de la procédure que nous créons une variable que nous nommons fichier pour le chemin du fichier que nous déclarons comme un string, forcément. Nous allons avoir besoin d'autres procédures, comme par exemple la procédure écrire. Même remarque, la procédure écrire ou écriture, nous lui passerons le chemin d'accès au fichier dans lequel nous allons écrire lorsque l'utilisateur l'aura sélectionné par le biais de la boîte de dialogue enregistrée sous. Donc, nous déclarons une variable fichier comme un string. Le fait ici que nous utilisions le même nom de variable pour les deux procédures n'a aucune incidence, ne posera aucun conflit, car je vous le rappelle, déclarer dans les bornes de la procédure, la durée de vie de la variable est limitée aux bornes de la procédure. Donc, quand nous sommes dans écriture, fichier, la variable fichier de lecture n'est plus connue, et inversement. Il nous faut donc aussi une procédure que nous allons nommer traitement. C'est elle qui se chargera d'effectuer le traitement des données importées, en l'occurrence déceler les doublons pour pouvoir les purger avant de réaliser l'exportation des données. Le fait de découper ainsi en fragments notre code permettra d'y voir plus clair plutôt que de regrouper tout dans la procédure exporter clic. Revenons donc dans notre procédure, nous disions que l'objectif ici est de pouvoir parcourir la zone de liste pour récupérer les chemins d'accès aux fichiers importés et les passer à la procédure lecture. Pour ce faire, nous initialisons une boucle for avec une variable arbitraire i en partant de l'index 0, le premier élément de cette liste. Je vous rappelle que les boucles for sont traitées dans plusieurs supports de formation présents sur le site bombache.fr. Pour savoir quel est le dernier élément de la liste, ou plutôt combien d'éléments comporte cette liste s'appelant liste fichier, nous appelons ces propriétés par le biais du point, et nous savons que la propriété list count renvoie le nombre d'éléments. S'il y a deux fichiers qui sont répertoriés dans cette liste, eh bien il faudra lire sur les index 0 et 1. S'il y en a 3, il faudra lire sur les index 0, 1 et 2. Donc jusqu'à list count, le nombre d'éléments, moins 1. N'oublions pas de fermer notre boucle for, comme ceci, avec le mot-clé next suivi du nom de la variable que nous utilisons pour boucler. Puis, à chaque passage dans la boucle, nous allons appeler la procédure lecture qui va se charger d'ouvrir en mémoire chacun de ces fichiers CSV pour en récupérer l'information. Nous appelons donc cette procédure lecture en lui passant tout simplement le nom du fichier qui est reconnu par l'index auquel nous sommes dans la zone de liste grâce à sa propriété liste référencée par l'index en cours, c'est-à-dire l'index i. En gros, cette ligne de code va nous renvoyer tout simplement ce qu'il y a décrit à cet index dans la zone de liste. Pour pouvoir tester, nous allons juste écrire une petite ligne d'essai dans la procédure lecture, un petit MSGbox, c'est-à-dire une boîte de dialogue qui va afficher à l'écran
la variable fichier, c'est-à-dire la variable qui est transmise par la procédure exporter-clic. Si nous faisons le test en enfonçant la touche F5 du clavier, nous cliquons sur importer pour importer le premier fichier CSV, puis le second, et lorsque nous cliquons sur exporter, vous voyez qu'une boîte de dialogue déclenchée par la procédure lecture transmise par la procédure exporter nous donne tout le chemin d'accès au fichier, idem pour le second avec le petit indice 2, comme nous l'avons vu ici. Jusqu'à ce point, tout est donc parfait. Maintenant que nous avons terminé la boucle de notre procédure exportée afin de fournir à la procédure lecture tous les chemins d'accès au fichier, et avant d'écrire le code de cette procédure lecture, nous savons que nous devrons, après avoir importé les données, effectuer le traitement de ces données une fois qu'ils seront sur la feuille Excel. Donc, nous appelons la procédure traitement. Comme celle-ci ne requiert aucun paramètre, nous n'avons pas besoin de mettre ces parenthèses. Puis, une fois que le traitement sera terminé, nous allons demander à l'utilisateur sous quel nom il souhaite réaliser l'exportation des données ainsi purgées. Nous avions déclaré une variable non fichier sous laquelle nous allons tout simplement enregistrer le nom qu'il choisit par le biais de la boîte de dialogue enregistrée sous la boîte de dialogue standard, accessible là encore par le biais de l'objet application, mais cette fois-ci sa méthode getSave as filename, à laquelle on peut passer encore une fois des attributs, et en l'occurrence ici, celui qui nous intéresse est le filtre, donc nous allons le réécrire. Il s'agit tout simplement de sa propriété, ou plutôt de l'argument fileFilter, donc attention néanmoins ici, puisque c'est un argument identifié dans la méthode, il faut l'écrire sans les guillemets, et désigner ensuite entre guillemets quel est ce filtre. Et ce filtre, nous allons tout simplement le reprendre pour ne pas nous embêter puisque nous l'avons déjà écrit avec la boîte de dialogue standard ouvrir. Une fois que nous avons réceptionné ce nom, nous devons, avant de lancer la procédure écriture qui se chargera de l'exportation en format CSV, et bien tout simplement l'inscrire dans notre zone de texte sortie. Vous savez, la petite zone de texte qui est en bas du formulaire, la propriété value permet de désigner ce qui est écrit dans une zone de texte. En l'occurrence ici, on l'affecte à la valeur de la variable non fichier, c'est-à-dire le chemin d'accès complet désigné par l'utilisateur via la boîte de dialogue standard enregistrée sous. Suite à quoi, nous pourrons lancer le processus d'exportation par le biais de la procédure écriture qui demande en paramètres tout simplement le chemin d'accès au fichier, donc nous lui passons la variable non fichier. Nous pouvons tester ceci, nous n'avons plus besoin de notre test ici avec le MSGBox pour savoir si la boîte de dialogue enregistrée sous fonctionne. À ce stade, entre guillemets, notre code est inoffensif, il permet simplement d'importer le chemin d'accès des fichiers texte désignés, et lorsque nous cliquons sur exporter, vous voyez que notre boîte de dialogue exportée ou enregistrée sous nous positionne directement dans le même dossier, filtré sur les fichiers de type TXT comme nous l'avons voulu, et nous demandons quel est le nom du fichier sous lequel exporter les données. Bien, pour exporter des données, faut-il encore les avoir traitées? Pour les traiter, comme nous le disions précédemment, eh bien il faut d'abord pouvoir y accéder en lecture. C'est ce que nous allons faire en codant la procédure lecture qui est ici, et nous allons voir ce que sont les accès séquentiels au fichier. La première chose à faire donc est de déclarer certaines variables qui nous permettront de traiter le texte. Pour ce faire, nous déclarons tout d'abord la variable départ comme un entier, comme un integer. C'est une variable qui va nous permettre tout simplement, pour la découpe du texte sur les séparateurs de liste, vous savez que dans les fichiers CSV, les informations sont découpées en colonnes. Ces colonnes sont représentées par des séparateurs de liste qui peuvent être des tabulations, des virgules et des points-virgules. En l'occurrence, dans les fichiers que nous importons ici, il s'agit de points-virgules. La variable départ nous permettra de savoir à quelle position nous en sommes dans le texte que nous sommes en train de traiter. Et la variable position, pour mémoriser à chaque traitement, eh bien,
l'indice de la position du point-virgule pour pouvoir découper le texte. La variable départ, la variable position, mais aussi la variable texte pour mémoriser les informations textuelles que nous récupérons. Donc, nous la déclarons comme un string, et vous voyez que, petite spécificité ici, nous listons et séparons la déclaration de variables à l'aide d'une virgule, ce qui nous permet d'éviter de retaper le mot-clé dim pour la déclaration des variables. Bon, c'est une autre astuce qui permet d'optimiser légèrement le code. Maintenant que nous avons nos variables qui nous permettent de nous positionner dans les chaînes de caractères et de récupérer des morceaux de chaînes de caractères, nous devons accéder à ces fichiers en lecture. Je vous rappelle que le chemin d'accès du fichier est reconnu par la variable fichier. Pour ce faire, nous utilisons l'instruction open pour accéder au fichier, suivi du chemin d'accès du fichier reconnu par la variable fichier. Et nous devons indiquer dans cette instruction de quelle manière nous y accédons. En l'occurrence, ici, c'est en lecture. For input. Donc, nous devons l'indiquer par le mot-clé input. Et surtout, qu'il s'agisse de la lecture ou de l'écriture, tous les accès séquentiels se font en mémoire. Il faut donc donner une adresse mémoire avec un numéro. Nous lui attribuons le numéro 1. Et tout accès en mémoire, lorsque le traitement est terminé, doit être fermé pour libérer de la mémoire l'ouverture du fichier que nous avons parcouru avec l'instruction close suivie de l'adresse en mémoire du fichier à fermer, en l'occurrence ici reconnu par le numéro 1 que nous avions déclaré plus haut. Nous avons besoin maintenant d'une boucle qui nous permet de parcourir tout le fichier en lecture tant que la fin n'est pas atteinte. Cette boucle est la suivante. Do while note, on l'écrit et puis on va l'expliquer. EOF et entre parenthèses la valeur 1. Et bien entendu, avant d'expliquer ce code, comme vous le savez, toute boucle que l'on ouvre doit être fermée pour éviter les erreurs de syntaxe. Do while not end of file. Traduisez littéralement tant que la fin du fichier n'est pas atteinte. End of file, fin du fichier. Quel fichier? Le fichier reconnu par son adressage mémoire, le numéro 1. Donc vous voyez qu'une fois que l'on a défini l'adresse mémoire, on l'utilise à chaque fois que l'on veut désigner le fichier ou une partie du fichier. Maintenant que nous sommes dans la boucle de lecture du fichier, nous devons récupérer les informations textuelles ligne à ligne. Pour ce faire, nous utilisons l'instruction line. Alors on va indenter le code de manière à y voir plus clair. Line suivi du mot-clé input, line désignant la ligne entière du fichier input en lecture que nous souhaitons récupérer. Quel fichier? Eh bien, celui qui est reconnu par son adresse 1 encore une fois, et nous stockons cette ligne dans la variable texte que nous avions préalablement déclarée pour ce faire. Maintenant que cette ligne est mémorisée dans la variable texte, eh bien nous devons traiter ce texte de façon à le découper sur les points-virgules pour reconstituer le tableau. Nous commençons par initialiser les variables départ dans cette boucle à 1, et nous faisons de même avec la variable position, comme ceci. Vous allez voir pourquoi. Une fois que nous avons initialisé ces variables et que nous avons récupéré la ligne dans la variable texte, nous avons besoin cette fois-ci de parcourir encore une fois par le biais d'une boucle toute la ligne de texte de manière à trouver tous les points-virgules et à découper cette ligne sur les points-virgules. Donc nous utilisons encore un do while avec comme critère cette fois-ci quelque chose de différent qui consiste à dire tant que la valeur de la variable position est différente de 0. En effet, dans la variable position, nous allons enregistrer la position du point-virgule. Si cette position n'est pas supérieure à 0, ça veut dire que le point-virgule n'est pas trouvé ou n'est plus trouvé, donc que nous sommes à la fin de la ligne, donc que le traitement est terminé, donc que nous devons passer à la ligne suivante du fichier auquel nous sommes en train d'accéder en lecture. Dans cette boucle que nous venons de fermer avec le mot-clé loop, nous devons donc maintenant stocker dans la variable position la position du point-virgule. Pour ce faire, nous utilisons la fonction VBA
INSTR, qui permet, selon plusieurs arguments, 4 en l'occurrence ici, à partir d'un point de départ pour une chaîne de caractères à désigner en deuxième argument, c'est-à-dire la ligne que nous sommes en train de lire dans le fichier texte, quelle est l'occurrence que nous recherchons pour trouver la position, et le dernier argument étant facultatif, ici nous allons inscrire 1, je vous rappelle que la touche F1 du clavier vous permettrait de retrouver l'aide pour savoir quoi indiquer ici, tout simplement pour indiquer que le mode de comparaison pour trouver cette occurrence du point virgule à partir du point de départ, c'est-à-dire du premier caractère de la chaîne dans la variable texte, est un mode de comparaison textuel. Il existe d'autres modes de comparaison. Tout de suite ici, il nous faut un test, car si la valeur de la variable position, donc vaut 0, comme je le disais précédemment, cela signifie tout simplement que il n'y a plus de point virgule et que vraisemblablement nous sommes arrivés à la fin de la ligne, de son traitement en tout cas. Donc nous allons prélever le morceau qui reste après le dernier point virgule. C'est pourquoi nous avions déclaré une variable tampon qui porte très bien son nom car elle est temporaire, et exploiter la fonction mid que nous avons déjà vu dans un autre support, en l'occurrence celui qui permet de modifier la casse des caractères en VBA, qui permet donc de prélever une partie d'une chaîne de caractères. Cette chaîne est toujours la variable texte à partir d'un point de départ. Donc en deuxième argument, il faut définir quel est ce point de départ, en l'occurrence ici reconnu par la variable départ. Et le troisième argument, comme vous le constatez, est facultatif, length, pour indiquer la longueur. Nous ne la connaissons pas puisqu'il n'y a plus de point virgule. Donc si nous ne lui indiquons pas, eh bien la fonction mid, à partir du point de départ, va prélever tous les caractères qui restent jusqu'à la fin, ce que nous souhaitons. Puis, nous souhaitons donc inscrire directement cette donnée récupérée sur la feuille. Je vous rappelle que nous l'avons nommé import, donc avec l'objet sheets et en paramètre le nom de la feuille, nous allons pouvoir désigner les cellules avec l'objet cells dérivé en indiquant tout simplement quels sont les indices de lignes et de colonnes dans lesquels nous devons inscrire cette valeur que nous avons pu découper. Donc il s'agit des indices lignes en cours et colonnes en cours. Si il s'agit de la première cellule ou du premier traitement, ligne en cours et colonne en cours, je vous le rappelle, valent tous les deux 2. C'est la propriété value de l'objet cells qui permet de faire référence à ce qui est contenu dans la cellule que nous affectons à la valeur de la variable tampon de cette façon-ci. Une fois que nous avons fait ça, comme nous savons que nous sommes arrivés à la fin de la ligne en cours de lecture, nous devons sortir de cette boucle imbriquée, celle qui traite la chaîne de caractères, pour directement passer à la ligne suivante dans la première boucle. Dans le cas contraire, ça veut dire lorsque la variable position ne vaut pas 0, cela signifie que nous avons trouvé la position du point virgule. Eh bien, cela signifie aussi que nous devons prélever dans la variable tampon la valeur de ce texte, toujours grâce à la fonction mid, à laquelle nous commençons par donner la chaîne de caractères que nous souhaitons traiter, à partir de quel point, et surtout cette fois-ci sur quelle longueur. La longueur, c'est de la position départ jusqu'à la position du point virgule, donc sur une longueur de position moins départ, comme ceci. Une fois que nous avons fait ce traitement pour le if et pour le else, il ne faut pas oublier, en ce qui concerne donc le else, d'incrémenter les variables, mais aussi d'écrire la valeur que nous venons de travailler sur la feuille au niveau des indices de ligne et de colonne de la cellule. Donc nous réécrivons cette ligne de code qui ne concerne pas la partie if, puisque je vous rappelle que le exit do sort de ce do pour reprendre la boucle directement du do while qui imbrique le second.
Donc, nous réécrivons la ligne de code sheets import cells lignes en cours, colonne en cours, point value égale tampon, sachant que ces indices de lignes et de colonnes forcément doivent varier, car si nous serions dans une boucle infinie, étant donné que nous resterions toujours sur les mêmes indices de lignes et de colonnes. Quand nous sommes dans le if, nous ne sortons pas de la boucle imbriquée. Ça veut dire que nous avons trouvé un point virgule, nous devons continuer l'exploration de la chaîne de caractères à la recherche des points virgules suivants. Pour ce faire, il faut surtout ne pas omettre d'incrémenter, entre guillemets, la variable départ à la valeur de position plus 1, c'est-à-dire la position après le dernier point virgule que nous avons déjà traité, pour nous assurer que nous n'allons pas retraiter le même et donc rester dans une boucle infinie, toujours tester le même code. Puis, lorsque nous sommes dans le if, en ce qui concerne les cellules de la feuille sur lesquelles nous allons inscrire ces données, eh bien, il faut passer à la colonne suivante. Donc, nous incrémentons notre variable colonne en cours de plus 1, comme ceci, pour pouvoir écrire dans la cellule qui est juste à sa droite. En revanche, lorsque le traitement d'une ligne est terminé, nous passons dans la boucle do while qui permet la lecture des informations du CSV ligne à ligne. En ce qui concerne l'insertion des données sur la feuille Excel, nous devons revenir à la première colonne pour la ligne suivante. Donc nous réinitialisons notre variable colonne en cours à la valeur de la colonne de début que nous avions déclarée en variable globale et qui était fixée, comme vous le voyez, à la valeur de 2. Donc nous revenons à la valeur de 2 lorsque nous passons à la ligne suivante que nous traitons via l'accès séquentiel au fichier. En ce qui concerne la ligne, comme je vous l'ai dit juste avant, et bien tout simplement, nous passons à la ligne suivante sur la feuille Excel pour pouvoir reconstruire le tableau au fur et à mesure que nous arrivons à récupérer et à décortiquer les informations. Donc, nous incrémentons notre variable ligne en cours. Et à ce stade, nous pouvons tester le code puisque nous avons a priori tout ce qui est nécessaire pour nous assurer que l'importation se fait comme il le faut. Alors oui, ici c'est vrai que nous avons en effet notre boîte de dialogue enregistrée sous qui apparaît mais qui pour l'instant n'est pas fonctionnelle. Et au retour, vous remarquez au passage que le chemin d'accès pour l'exportation est bien inscrit dans la zone sortie, mais surtout que nous avons bien récupéré et cumulé toutes les informations des deux fichiers. Nous pouvons d'ailleurs constater que certains doublons apparaissent. Ces fichiers d'ailleurs ont été exportés via une petite base de données Access au format CSV avec un séparateur de liste qui est le point virgule. Et vous voyez que donc nous avons réussi par le biais de ce code à importer les données contenues dans un fichier CSV, à découper ces données sur le point virgule pour les reconstituer ligne à ligne dans des cellules distinctes et reconstruire ainsi tout le tableau et de cumuler en plus plusieurs fichiers, c'est-à-dire que si nous avions choisi 3, 4, 5 fichiers, nous aurions la suite des données qui seraient importées à la suite du tableau grâce aux variables lignes en cours qui permettent à chaque fois de se positionner puisqu'elles sont globales à la suite, ou colonne en cours, là aussi à la suite des colonnes, sauf quand nous avons terminé la lecture d'une ligne dans le fichier CSV, nous revenons à colonne début et nous poursuivons les lignes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Très bien, donc à ce stade, le code qui concerne l'importation des données fonctionne. Si nous reprenons ce que nous avions écrit, une fois que la procédure lecture est terminée, ce que nous venons de faire, nous devons nous attaquer au code de la procédure traitement. Plus clairement, c'est-à-dire au code de la procédure qui va nous permettre tout simplement de faire quoi? Eh bien, de traiter les données afin de déceler les doublons pour les purger, c'est-à-dire de supprimer toutes les colonnes concernées par ces doublons. Donc, on en identifie quelques-uns ici, en l'occurrence il y a cette ligne, parce que la première colonne, étant donné qu'il s'agit de données exportées depuis Access, concerne les identifiants. Lorsque les identifiants sont identiques, nous savons qu'il s'agit de doublons, nous devons les supprimer. Et pour
faciliter le traitement, nous allons utiliser une petite astuce, un tri sur le tableau, et au passage nous allons voir comment nous le faisons en VBA, car le tri va nous permettre de regrouper tous les doublons les uns en dessous des autres, ce qui permettra de faciliter le traitement et le code pour la suppression de ces doublons. Très bien, commençons le code. Nous avons besoin tout d'abord de variables qui permettent de référencer les lignes et les colonnes que nous sommes en train de parcourir. Donc, comme toujours, nous déclarons la variable ligne comme un entier et la variable colonne comme un entier. Il s'agit d'une variable locale, de deux variables locales, donc je vous rappelle que leur durée de vie est limitée à la durée de vie de la procédure, tout simplement. Ensuite, nous affectons, comme nous l'avions fait précédemment, ces variables lignes aux valeurs initiales. Donc, les valeurs initiales sont les valeurs 2 que nous avions choisies arbitrairement, qui sont référencées par les variables globales ligne début et colonne début. Comme ceci. Tout simplement parce que pour traiter le tableau et retrouver les doublons, il faut partir de la première cellule, qui, je vous le rappelle, est la cellule B2. Puis, avant de réaliser la boucle qui permettra de parcourir chacune des cellules pour identifier les doublons et les supprimer, nous allons faire un tri sur ce tableau grâce à l'objet cells, en nous positionnant sur la première cellule de ce tableau qui identifie la première colonne, celle qui porte les index, en fait les clés qui permettent d'identifier les doublons, car un index doit être unique dans une base de données. Cells ligne virgule colonne, associé à sa méthode sort, tout simplement pour trier. On va trier en prenant comme référence, et c'est ce qu'indique l'aide en ligne de cette méthode sort de l'objet cells, la première cellule pour référencer la première colonne, c'est-à-dire que le tri de référence se fait sur les index qui permettent de référencer explicitement chaque ligne. De quelle façon? Eh bien tout simplement, et ça aussi c'est un argument qui est donné dans l'aide en ligne, de façon ascendante, XL ascending. Puis, ou enfin, nous allons tout simplement expliquer à la méthode sort de l'objet cells que notre tableau ne contient pas de ligne d'entête, ce qui signifie qu'il doit inclure cette ligne de titre désignée dans le tri au même titre que les autres pour la trier et ne pas la laisser en en-tête si des fois il est nécessaire de la bouger. Une fois que notre tableau est trié, eh bien nous avons besoin, d'ailleurs nous pourrions tester le code à ce stade, c'est-à-dire que nous importons encore une fois nos fichiers texte. Je vous rappelle que lorsque nous cliquons sur exporter, le code commence par supprimer toutes ces données. Ici, bon, nous avons utilisation incorrecte de la propriété, oui, tout simplement parce que ici dans la syntaxe, bon bah c'est très bien de voir ça, vous voyez que le debugger se met en marche. Au passage, F7 permet de basculer du formulaire au code et du code au formulaire, 2 points égales. Voilà pourquoi il s'agissait d'une utilisation incorrecte de la propriété. Donc, nous reprenons. Je vous rappelle que le code purge avant d'exporter les données, plutôt de les importer. La feuille active, comme toujours, donc ici, la boîte de dialogue nous propose d'enregistrer. Et nous nous apercevons en effet que notre tri a fonctionné, puisque contrairement à tout à l'heure, vous voyez que cette fois-ci, la petite clé 2, toutes les petites clés 2 sont regroupées, ce qui permet d'identifier beaucoup plus simplement tous les doublons qui sont les uns sous les autres, ce qui permettra par la boucle ensuite de faciliter le code encore une fois. Donc, touche F7 pour revenir dans le code, nous pouvons poursuivre notre traitement de manière à identifier cette fois-ci quels sont les doublons. Nous utilisons pour ce faire encore une boucle while avec un critère qui est très simple, qui va consister à dire tant que la fin du tableau n'est pas atteinte, que l'on pourrait traduire tant que une cellule vide n'est pas encore rencontrée. L'objet cells qui désigne une cellule selon son indice de lignes et de colonnes, associé à sa propriété value pour faire référence à ce qu'elle contient. Tant que la cellule que nous sommes en train de parcourir par le biais de la boucle n'est pas vide, eh bien ça veut dire que nous devons passer à la ligne suivante. Une boucle while, ce boucle se termine par le mot-clé when. Souvenez-vous qu'une boucle do while se termine par le mot-clé loop.
Le but du jeu ici, pour identifier les doublons, est de savoir si la ligne que nous sommes, la valeur de la cellule que nous sommes en train de lire n'est pas identique à la valeur de la cellule de la ligne du dessus, puisque par le tri, nous les avons regroupés les uns sous les autres. Si c'est le cas, nous devons la supprimer complètement. C'est ce que nous allons faire grâce à une instruction if. Je vous rappelle que les if sont présentés là aussi dans un support de formation présent sur le site bombage.fr, toujours par le biais de l'objet cells avec les indices de ligne et de colonne. En l'occurrence, l'indice de colonne ne bougera pas car nous parcourons toujours la première colonne pour les clés. Par contre, l'indice de ligne, elle, doit évoluer une ligne plus bas à chaque fois de manière à parcourir tout le tableau. Si la valeur de la cellule en cours de lecture est égale à la valeur de la cellule du dessus, eh bien, indice ligne moins 1 pour la même colonne avec la propriété value pour accéder à son contenu. À ce moment-là, que faisons-nous? Eh bien, nous devons supprimer cette, j'ai oublié une petite parenthèse, nous devons supprimer cette ligne. Donc, nous pouvons, voilà, nous allons boucler tout de suite notre if and if comme ceci. Donc nous devons boucler ce if et ensuite nous devons supprimer cette cellule qui a été identifiée comme un doublon. Vous allez voir que c'est toujours par le biais de l'objet cells pour désigner sa ligne entière pour la cellule en cours de lecture référencée par ses indices de ligne et de colonne. Cette fois-ci, c'est bien une propriété, que nous recherchons. Elle s'appelle entire row pour un objet cells qui désigne une cellule. Entire row désigne la ligne complète de la cellule en cours, associée à sa méthode delete pour supprimer, vous l'avez compris, la ligne entière de la cellule en cours de lecture. Attention ici à une chose importante, lorsque dans Excel vous supprimez une ligne, eh bien tout simplement la sélection active passe sur la cellule du dessous, si bien que dans la boucle while, comme nous allons incrémenter ensuite la variable ligne, ça veut dire que nous l'incrémenterions 2 fois de suite en cas de suppression et nous omettrions de supprimer certaines lignes à cause de cette double incrémentation, si bien que lorsque nous supprimons une ligne, nous devons revenir sur la ligne du dessus en décrémentant cette fois-ci la variable ligne afin de reprendre le processus de lecture là où nous en étions. Quoi qu'il en soit, que la ligne ait été supprimée ou non, qu'un doublon ait été trouvé ou non, nous devons poursuivre la lecture du tableau comme ceci, ligne égale ligne plus 1 pour indiquer à la boucle while de bien passer à l'indice de ligne suivant. Si bien que lorsque la fin du tableau sera atteinte, la valeur de la cellule étant vide, eh bien la boucle while se stoppera d'elle-même. Nous allons tester ce code pour nous assurer à ce stade que tout fonctionne bien. Nous importons encore une fois notre premier fichier, puis notre deuxième fichier. Ces sources sont fournies en téléchargement dans le descriptif qui est donné dans cette vidéo sur le site bombage.fr. Lorsque nous faisons exporter donc, le résultat est déjà apparu derrière. Vous remarquez que notre tableau a en effet été purgé, il est beaucoup plus petit qu'il ne l'était auparavant, et tous les doublons ont disparu. On pourrait dire de façon magique. Notre code fonctionne très bien à ce stade. Puisque nous avons réussi à importer les données, à recréer le tableau qui permet de les représenter dans la feuille Excel, et que nous avons réussi à traiter ces données de manière à les purger de leurs doublons, eh bien, nous devons maintenant en faire l'exportation, et ce qui nous intéresse donc désormais, c'est de pouvoir nous occuper de la procédure écriture, celle d'ailleurs qui est appelée fort logiquement par notre procédure exportée une fois que nous avons réussi l'importation de tous nos fichiers texte, que nous avons réussi leur traitement, c'est-à-dire les purger de leurs doublons, une fois que nous avons désigné par le biais d'une boîte de dialogue standard enregistrée sous le nom sous lequel enregistrer le fichier, eh bien, il nous reste à écrire, c'est-à-dire à exporter ces données dans l'autre sens, c'est-à-dire du tableau Excel, à les convertir au format CSV. Pour cela, nous avons besoin, comme toujours, de variables qui vont nous permettre de parcourir le tableau. Donc nous repartons sur une variable ligne locale, c'est-à-dire durée de vie limitée, que nous déclarons comme toujours comme un entier, integer. Même chose pour la variable colonne.
Et puis, nous avons besoin d'une variable texte dans laquelle nous allons concaténer les morceaux de texte que nous allons reconstruire avec des séparateurs de liste, des points-virgules pour respecter le format CSV que nous allons reconstituer. Et nous allons recaler ces variables lignes sur leur valeur initiale grâce, encore une fois, aux variables globales, ligne début et colonne début, comme ceci. Une fois donc les déclarations et affectations terminées, nous pouvons nous pencher sur le code de cette procédure. La première chose à faire, comme tout à l'heure, consiste à savoir si l'utilisateur, à tout hasard, histoire d'éviter les bugs, n'aurait pas cliqué sur le bouton annuler au moment de choisir le fichier sous lequel enregistrer sous ou exporter ces données. Eh bien, ce nom de fichier, ou plutôt son chemin d'accès complet est reconnu par la variable fichier, c'est-à-dire l'argument, le paramètre que nous passons à la procédure écriture lorsque nous l'appelons. Si le chemin d'accès de ce fichier transformé en minuscule pour éviter tout problème est différent de faux, qui serait en gros le message d'erreur renvoyé par la boîte de dialogue lorsqu'aucune sélection n'est faite, eh bien cela signifie que nous pouvons faire l'exportation des données car nous avons bien un nom de fichier. Et d'ailleurs, nous allons ouvrir toujours par le mot-clé open, comme tout à l'heure, ce fichier, mais cette fois-ci en écriture. Donc, nous l'écrivons explicitement avec le mot-clé output cette fois-ci, et nous utilisons un adressage avec un numéro arbitraire, 1, comme tout à l'heure, surtout nous avons libéré l'ancien, et comme tout à l'heure, qu'il s'agisse de lecture ou d'écriture, nous y accédons en mémoire, ce sont des accès séquentiels, nous devons, une fois le traitement terminé, libérer cette allocation mémoire. Sachez que lorsque vous accédez par le biais de cette instruction à un fichier en écriture, s'il n'existe pas, eh bien VBAXL le créera, ce qui est tout à fait confortable. Une fois que nous accédons à ce fichier en écriture, le but du jeu est de pouvoir reconstituer chacune des lignes de ce fichier après avoir parcouru le tableau. Donc, nous allons utiliser encore une fois, on va indenter une boucle while pour parcourir toutes les cellules du tableau qui, je vous le rappelle, à ce stade a été purgé de ses doublons, à l'aide des indices de lignes et de colonnes et de la propriété value, encore une fois, pour désigner le contenu d'une cellule, tant que la fin du tableau n'est pas atteinte, même critère que précédemment. Le mot-clé wend pour terminer une boucle while, et à l'intérieur de cette boucle while, avec indentation pour faciliter le code, nous refaisons la même boucle while. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que nous allons parcourir les informations ligne à ligne, et pour chaque ligne, toutes ces colonnes. Donc d'abord, nous parcourons les lignes, et pour chaque ligne, nous parcourons toutes les colonnes de manière à pouvoir reconstituer une ligne complète d'un fichier CSV, et nous allons séparer les cases par des points-virgules. À ce moment-là, donc, dans la variable texte, nous enregistrons le texte précédent que nous avions pu mémoriser si ce n'est pas le premier passage, auquel nous concaténons donc la valeur de la cellule en cours, identifiée par ces indices de lignes et de colonnes, propriété value pour accéder à son contenu, auquel nous concaténons tout simplement, grâce au e-commercial, un point-virgule. Le point-virgule pour recréer le format CSV. Et comme nous venons d'ajouter pour cette ligne la valeur de cette cellule référencée par cette colonne, eh bien nous pourrons passer à la colonne suivante. Colonne égale colonne plus 1. Sauf que, lorsque ce critère, en revanche, pour cette deuxième boucle imbriquée est vérifié, ça veut dire que nous arrivons sur la droite du tableau, à l'extrémité des colonnes, non vides. Donc, il n'y a plus de données à droite. Donc, nous passons à la ligne suivante du tableau. Mais avant de passer à la ligne suivante, cela signifie tout simplement que nous avons fini de reconstituer une ligne entière pour l'écrire dans le fichier auquel, je vous le rappelle, nous accédons en mémoire en écriture. C'est l'instruction print dans les accès séquentiels qui permet d'écrire une information textuelle en désignant le fichier, encore une fois, par son adressage mémoire, reconnu sur le numéro 1, virgule, et bien le texte à écrire, qui lui est stocké dans la variable texte. Suite à quoi, comme nous venons d'inscrire ce texte, nous pouvons réinitialiser
la variable texte de manière à reconstituer les lignes suivantes. Puis, nous allons réinitialiser la variable colonne à la valeur de la colonne de départ, c'est-à-dire 2, car je vous le rappelle, au fur et à mesure de la lecture, nous sommes à la fin du tableau, à la fin de ces colonnes. Nous repassons à la ligne suivante, donc il faut repartir à la première colonne et surtout passer à la ligne suivante. Ligne égale ligne plus 1, comme ceci. Une fois que c'est fait, donc nous bouclons bien la première des deux boucles, nous passons à la ligne suivante et de nouveau, nous parcourons toutes les colonnes pour cette ligne de manière à reconstituer la ligne complète, séparée par des points-virgules cette fois-ci. Nous passons de colonne en colonne. Lorsqu'il n'y a plus de colonne, nous inscrivons cette nouvelle ligne. Nous réinitialisons la variable texte. Puis, nous remettons la colonne à celle de départ. Nous passons à la ligne suivante. Si nous arrivons à la fin du tableau, c'est-à-dire tout en bas, eh bien, nous bouclons cette boucle, nous fermons l'accès en écriture au fichier, ça veut dire qu'il sera enregistré sur le disque. Il s'agira de voir le résultat, de le comparer avec ce qu'il y a sur la feuille, puisqu'il sera censé être épuré, et nous allons donc faire un test pour voir si désormais notre exportation fonctionne. F5 donc, nous importons encore une fois nos fichiers, nous savons que la purge des doublons fonctionne très bien, nous cliquons sur le bouton exporter, nous indiquons à notre boîte de dialogue que nous souhaitons enregistrer ce fichier sous le nom texte export. Il ajoutera lui-même l'extension puisque nous l'avons filtré en tant que tel. Nous faisons enregistrer et sub ou fonction non définie. Oui, il y a une petite erreur de syntaxe. Là, c'est de ma faute. Je l'ai tout de suite vu. Et d'ailleurs, j'aurais pu vérifier car comme vous le savez, lorsque vous écrivez en VBA, qui est un langage très permissif, des fonctions, des méthodes, et que vous ne respectez pas la case, si lorsque vous validez, VBA ne vous réajuste pas la case de lui-même, c'est qu'il y a une erreur de syntaxe, c'était le cas ici. Donc on reprend, donc ça permet de faire une petite remarque qui n'est pas inintéressante d'ailleurs, et puis on reclique sur exporter, donc nous avions dit test export, comme ceci, nous cliquons sur le bouton enregistrer, a priori tout s'est bien passé, notre tableau a bien été purgé. Pour le constater, il suffit de nous rendre à l'endroit où nous l'avons enregistré et vous remarquez que nous obtenons un fichier, nous allons comparer, CSV donc, qui correspond exactement au contenu de la feuille Excel, 1, format lu, etc., ligne à ligne, 2, protect care, etc., jusque, voilà, à la référence 12, Beautiful Crea, 19 rue du Bouchon, 75001, Paris. Mais au format CSV, ça veut dire que non seulement nous avons réussi à accéder aux fichiers en mémoire, en lecture, pour récupérer toutes les informations séquencées par des points-virgules, reconstituer un tableau, traiter des doublons de ce tableau, le purger, puis à l'issue, reparcourir tout le tableau pour reséquencer l'information au format CSV, accéder en écriture à un fichier et exporter les données au format universel CSV pour toute exploitation par des logiciels externes ou tiers. Il nous reste uniquement le bouton fermer à coder. Alors là, c'est une partie de plaisir puisque c'est juste 2 lignes de code. Il s'agit tout simplement, pour être puriste, de vider de tout élément la zone de liste fichier si toutefois elle en contient, avant de quitter proprement l'application. Je vous rappelle que notre objet s'appelle formulaire, associé à sa méthode hide. Pour le masquer, nous pouvons tester, regardez, on va importer pour faire des essais, comme ceci, et lorsque nous cliquons sur fermer, eh bien notre formulaire se ferme, et lorsque nous le rouvrons, il est effectivement purgé de toute information. Voilà donc pour cette application qui permet de traiter les données à importer et exporter en VBA Excel. J'espère que cette application vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Ce serait très sympa de votre part car c'est pas mal de boulot. Et je vous rappelle que vous pouvez trouver tous les autres supports de formation VBA Excel sur le site bombache.fr. Voilà, je vous remercie.